À l'origine, le musée est le résultat peut-être d'une passion horlogère que j'ai cultivée assez tôt, puisque j'ai commencé à monter cette collection à partir des années 1964, principalement avec un collègue qui était M. Benbury. Donc là, on a commencé à parcourir toutes les maisons de vente aux enchères, surtout les catalogues en premier, et puis essayer d'identifier les pièces qui pouvaient nous intéresser. Pour ces pièces, je dois dire qu'on avait peut-être 3 critères à la base. Un, c'était la qualité de la pièce, qualité du mouvement. 2, c'était le côté historique sur le plan technique, donc est-ce qu'il y avait une innovation qui était vraiment intéressante. Le 3e critère était peut-être plutôt esthétique. Est-ce que cette pièce avait des décorations vraiment intéressantes, soit au niveau de la gravure, de l'émail ou autres décorations. Et forcément, on était aussi intéressé, grâce à nos archives qui nous donnent beaucoup de renseignements, si cette pièce avait appartenu à quelqu'un de célèbre ou de très connu. Pendant des années, j'ai eu, donc alors qu'on était encore à la rue du Rhône, toutes ces pièces dans un coffre. De temps en temps, je les sortais pour jeter un coup d'œil, c'était toujours très intéressant. Et je me suis toujours dit, là, un jour, j'aimerais bien avoir la possibilité d'exposer toutes ces pièces dans un musée qui serait effectivement intéressant pour le public. Mais disons que l'occasion ne s'est pas tout de suite présentée. En fait, ça s'est présenté lorsqu'on a ouvert notre centre horloger à Plain-les-Ouates. On a libéré des locaux ici, donc, qui étaient auparavant utilisés pour la production de boîtes de montres. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé qu'on allait restaurer cet espace. Dans mon esprit déjà à cette époque-là, c'était de faire, si possible, le temple de l'horlogerie de montres portables, et vraiment d'insister sur le fait que Patek Philippe en était le gardien. Notre désir était vraiment d'avoir une collection aussi complète que possible de montres Patek Philippe. Donc c'est sûr, quand on commence à rechercher ces pièces, on en voit toujours d'autres, on a toujours, disons, l'ambition ou la volonté d'aller encore plus loin, d'agrandir cette collection. En fait, surtout quand on est motivé par la passion, c'est sans fin. Il peut toujours exister un jour ou l'autre qu'une pièce apparaisse sur le marché, surtout le marché des ventes aux enchères, une pièce vraiment intéressante qu'on désire mettre dans le musée. On avait racheté il y a fort longtemps une pièce dont le propriétaire avait sombré avec le naufrage du Titanic. C'était assez émouvant de pouvoir récupérer cette pièce. La première étape, je peux dire, elle a été jusqu'en 1980, bien qu'après on a continué à acheter des pièces Patek Philippe. La deuxième étape, c'est plutôt concentré sur les pièces qui ont été produites avant 1839, donc avant la date de fondation de Patek Philippe. Et là, forcément, pour trouver ces pièces, c'était peut-être encore plus difficile parce qu'il n'y en a pas énormément, donc il faut encore plus de temps, encore plus de patience. L'émail a aussi toujours été une de mes passions. Donc dans les pièces antiques antérieures à Patek Philippe, je me suis un peu concentré sur ces pièces émail, les pièces émail qui venaient de Blois, donc la France, à Blois, donc c'est là où la cour impériale passait les étés. Et c'est autour des époques de 1650 où on voit apparaître ces magnifiques pièces qui sont vraiment de la peinture miniature sur émail, ce qui n'existait pas avant. Et c'est des pièces décorées dessus, dessous, dedans. Et c'est un travail remarquable. Et aujourd'hui, je veux dire qu'il est presque impossible de retrouver ces pièces. Et je suis très heureux et même très fier de posséder une assez grande collection de ces pièces. Donc ça a toujours été un de mes intérêts. De l'autre côté, j'avais aussi un intérêt pour les pièces compliquées. Donc il y avait des mécanismes nouveaux. C'est intéressant de voir qu'au début, il n'y a qu'une seule aiguille, après il y a 2 aiguilles, après il y a la 3e aiguille pour les secondes. Et c'est toute cette évolution qui est conforme aussi un peu à l'évolution du temps en rapport avec les modes. Je prends toujours comme exemple les pièces art déco. On voit tout de suite que c'est des pièces art déco. Il y a un rappel avec ce qui se faisait aussi bien dans l'ameublement que dans d'autres objets. Donc on voit à travers toutes ces montres un peu l'évolution des goûts, de la technique, du monde dans son ensemble. L'aspect intérieur, effectivement, ça a été entièrement reconstruit, décoré. C'est ma femme qui s'en est occupée, c'est elle qui a participé à la mise en place de tout ce décor. C'est un énorme travail, mais je veux dire que
Le résultat final était qu'on voulait avoir un lieu qui était plutôt un lieu familial, où on rentre plutôt dans une maison Patek Philippe, où effectivement on voit des collections de montres, mais ça ne devait pas être justement un musée froid. En rentrant la première fois, alors que toutes les pièces ont été mises en place, ce qui ne s'est pas fait du jour au lendemain, bien entendu, je veux dire que c'était une très grande satisfaction, une très grande fierté, et surtout, disons, ce qui m'a encore le plus peut-être impressionné, c'est de voir vraiment à travers toutes ces pièces l'évolution de l'horlogerie. Pour moi, c'était quelque chose, disons, d'assez unique, et je dois dire que oui, j'en ai été très fier. Aujourd'hui, ce musée est certainement unique. Je pense vraiment, et ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est reconnu que c'est un des plus beaux musées d'horlogerie du monde. L'avenir du musée, je souhaite bien entendu qu'il reste en la possession de la famille Stern et de Patek Philippe. Ce n'est pas une donation à l'État, parce que l'État ne nous a jamais soutenus dans ce domaine-là. Mais disons que c'est vraiment le souhait que c'est un musée qui doit rester permanent, et ceci à très long terme.